Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à Madame la députée de Maurice Richard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier, lors de votre point de presse, vous avez livré une sérieuse mise en garde aux Québécois. Vous avez dit que la situation est inquiétante. Vous avez dit que la situation, elle est critique. Que si la situation continue d'évoluer au même rythme, il y aura des conséquences graves et que, de nouveau, il y aura des morts. Vous avez évoqué qu'on pourrait vivre pire que ce qu'on a vécu au printemps. Monsieur le Premier ministre, je comprends que les experts en santé publique et les épidémiologistes qui vous conseillent vous ont communiqué des informations qui dressent un portrait préoccupant de ce qui nous attend. Depuis 6 mois, les Québécois ont fait d'énormes sacrifices. Et je comprends que vous allez leur demander de faire encore des sacrifices. S'adresse à la présidence, s'il vous plaît. À la présidence, vous savez, alors je comprends, M. le leader adjoint, alors Mme la députée, vous demandez de vous adresser à moi dans le contexte de votre question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le Premier ministre a la responsabilité d'être transparent auprès des Québécois sur ce qui nous attend. En juin dernier, les projections des courbes épidémiques étaient rendues publiques. Alors, Monsieur le Président, ma question, elle est simple. Je demande au gouvernement de rendre publics les scénarios épidémiques qu'on leur a présentés. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'en matière de transparence, j'aimerais vous dire et j'aimerais dire aux Québécois qui nous écoutent qu'on a fait preuve d'une très grande transparence depuis le début de la pandémie par différents gestes. Je pense que notamment, il y a quelques semaines, lorsque nous avons présenté notre niveau d'alerte, nous avons très bien expliqué aux Québécois ce qui pouvait se passer s'il y avait une détérioration au niveau de nos différents cas. Et justement, depuis que nous avons publié ce niveau d'alerte-là, nous avons clairement expliqué, notamment aux Québécois hier, pourquoi il était important de passer dans 4 nouvelles zones. Ce sont des décisions qui sont excessivement importantes. On ne peut pas justement se faire accuser de manque de transparence parce que nous nous fions sur des données de la santé publique qui sont très bien étayées, qui sont discutées avec les santé publiques régionales. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nous allons continuer à informer les Québécois de la situation comme nous l'avons fait au cours des derniers mois. Merci. Première complémentaire, Mme la députée de Maurice Richard. Monsieur le Président, le ministre ne répond pas à ma question. Elle était très claire. Je lui demande de déposer les scénarios qu'il a entre les mains présentement. Il me répond qu'il a des données, qu'il les dépose, qu'il les rende publiques. On ne veut pas les connaître sur Twitter, par quelqu'un d'autre, par une information qui n'est pas officielle, qu'il les rende publiques s'il en a. Les Québécois doivent ajuster leur vie, ils doivent savoir à quel rythme ils vont être confinés, ils doivent savoir ce qui s'en vient. Je vous demande de déposer ces scénarios immédiatement. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, j'inviterais la députée de Maurice Richard à prendre connaissance de tous les documents qui sont disponibles, que ce soit au niveau de québec.ca ou que ce soit sur l'INSPQ. Je le répète et je vais le répéter, nous avons donné énormément d'informations aux Québécois pour les tenir informés. Alors, dans ces différents sites, dans les différentes communications que nous avons faites, j'ai parlé du niveau d'alerte. Nous donnons maintenant le niveau de cas journalier, quotidien, par région pour que les gens puissent être informés de ce qui se passe dans la région. Nos santé publiques ont été demandées maintenant de communiquer avec nos élus municipaux pour être capable de les tenir informés de ce qui se passe et des diffusions. Alors, je pense qu'on manque aucunement de transparence, Monsieur le Président. Une deuxième complémentaire, Mme la députée Maurice Richard. Donc, le ministre m'invite à consulter les documents qui sont en train de circuler sur Twitter et qu'il a précisé qu'ils n'étaient pas à jour, ces documents-là, et qui ne sont pas publiés par les autorités officielles, qui ne sont pas sur le site du ministère de la Santé, qui ne sont pas sur le compte du ministre non plus. Je vous demande, pour éviter de la confusion, de rendre des données disponibles, non seulement celles par rapport au code de couleur, mais également par rapport au scénario. Nous devons savoir où nous allons. Si la situation, elle est critique, nous devons savoir à quel point elle est et à quelle vitesse elle le sera. Et vous savez tous qu'on s'adresse toujours à la présidence. Je tiens seulement à leur préciser qu'on se le remette en mémoire. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président. Alors, je vais le répéter. Le document, peut-être auquel réfère la députée de Maurice Richard ce matin, c'est un document de travail qui nous a été présenté il y a plus qu'un mois. Et je pense que les gens vont comprendre que, justement, les discussions entre le ministère de la Santé avec les santé publiques régionales ou nationales, il y a des documents qui ont évolué et je pense que c'est justement la preuve de la rigueur qui a été faite. Nous avons communiqué le fameux niveau d'alerte il y a plus de 2 semaines. Nous avons été
plus que transparent, Monsieur le Président, avec la population. Et nous allons continuer de l'être parce qu'on avait dit qu'on allait faire des rencontres hebdomadaires. On a accéléré ces rencontres-là, alors je pense qu'on est plus que transparent, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée Maurice Richard. Monsieur le Président, hier, j'ai eu l'occasion d'aller discuter avec la Fédération des infirmières du Québec qui manifestait devant l'Assemblée pour rappeler au gouvernement l'urgence d'agir. Je ne sais pas si le premier ministre les a entendues, elles sont à bout. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a émis arrêté ministériel par-dessus arrêté ministériel pour imposer du temps supplémentaire pour limiter leurs vacances. Depuis le mois de mars, ce sont 2000 infirmières qui ont quitté le réseau de la santé. Le système est en train de craquer et c'est ça qu'elles vous disent. Jeudi dernier, les infirmières de l'hôpital de Valleyfield ont refusé de rentrer parce qu'elles craignaient pour leur sécurité et pour la sécurité des patients aussi. Même situation à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. Depuis la fin de semaine dernière, les soins intensifs de l'hôpital de Gatineau sont fermés, Monsieur le Président, fermés. Et il y a plein d'autres hôpitaux comme ça qui sont en train de frôler la rupture de service parce qu'ils se retrouvent dans la même situation. Alors, ma question, elle est très simple pour le ministre. C'est quoi son plan pour s'assurer que les services dans ces hôpitaux-là soient rendus pour corriger la situation? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, je suis vraiment content d'avoir cette question-là sur la question des infirmières parce que une des raisons pour lesquelles nous avons expliqué notre niveau d'alerte hier, Monsieur le Président, c'était justement pour montrer comment le réseau de la santé était fragile depuis quelques semaines avec l'évolution du nombre de cas que l'on avait. On a salué et on va continuer de saluer le travail des infirmières dans un réseau de santé qui était fragilisé même avant le début de la pandémie, Monsieur le Président. Et la pandémie du printemps n'a fait qu'accélérer ça. Nous avons en ce moment des discussions en cours avec la Fédération des infirmières. Je pense que ma collègue du Conseil du Trésor avance très bien dans ces discussions-là. Et nous allons continuer à travailler avec les infirmières pour trouver des solutions pratiques dans les prochaines semaines. Merci. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Uniquement en Mauricie, 247 infirmières ont quitté leur emploi entre la mi-mars et le mois d'août. Une hausse spectaculaire de 72 % des départs par rapport à la même période l'an dernier. Avec l'arrivée de la deuxième vague, le ministre de la Santé peut-il rassurer les citoyens de la Mauricie à savoir s'il va y avoir des soins de santé pour la population et nous aimerions avoir votre plan pour régler cette situation. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, bien, je me sens particulièrement interpellée, Monsieur le Président, par la question de la Mauricie. Donc, à titre de présidente du Conseil du Trésor également, j'ai eu l'occasion de rencontrer, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, les représentants de la Fédération des infirmières du Québec, mais pour la section de la Mauricie. On est bien au fait des enjeux. Plusieurs enjeux expliquent cette baisse d'effectifs. On a discuté de ça avec les représentants syndicaux. Je n'entrerai pas dans les détails de la négociation, mais on est bien au fait des enjeux à la table de négociation, Monsieur le Président, et on s'entend à les adresser. L'objectif est de, effectivement, stabiliser les équipes de travail et faire en sorte qu'on puisse avoir une embauche massive. Donc, attraction-rétention, ça fait partie des objectifs. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marquette. Monsieur le Président, on dit qu'on est bien au fait, mais on n'a pas de réponse. Sous le leadership du premier ministre, dans la capitale nationale, c'est près de 500 infirmières en 2 ans qui ont quitté le réseau. Lorsque le premier ministre était au Parti québécois, lui et son équipe ont mis 4000 infirmières à la retraite. Ce qui est incroyable, c'est depuis qu'il est en poste présentement, il n'y a même plus besoin de les mettre dehors. Elles quittent d'elles-mêmes, Monsieur le Président. Que va-t-il faire pour arrêter l'hémorragie dans la capitale nationale? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, écoutez, je pense que les gens comprennent très bien dans quel état on a pris le système de la santé quand nous sommes arrivés au gouvernement. Et ça inclut le réseau, non seulement des infirmiers et des infirmières, mais l'ensemble du réseau. Essayer de réparer les pots cassés en période de pandémie, en plus, c'est tout un défi, mais nous y attaquons. Nous y attaquons, Monsieur le Président, parce qu'on ne peut pas régler tous ces problèmes-là en quelques mois. Mais par contre, la discussion que nous avons avec les différentes représentations syndicales, dont la FIC, nous y allons par région. Ma collègue du Conseil du Trésor vient d'en donner un bon exemple. Nous sommes en train de régler ces problèmes-là. Nous vivons une situation excessivement difficile, mais nous y travaillons de très proche. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Le 10 août dernier, le ministre de l'Éducation annonçait à grande pompe sa garantie qualité-équité. Il disait aux parents, l'improvision ayant marqué la dernière année scolaire est chose du passé.
Tout élève forcé de rester à la maison à cause d'une éclosion ou de son état de santé aura droit à un seuil minimum de service de 15 heures de cours à distance par semaine et de 2 heures par jour d'accès à un enseignant. Alors qu'on se parle, Monsieur le Président, il y a environ 150 classes complètement fermées, donc plus de 3 000 élèves qui ne sont pas en classe, et la garantie qualité-équité n'a pas trouvé d'application. Ma question est simple. Aujourd'hui, quand commence sa garantie au ministre de l'Éducation? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, ça a commencé déjà un certain temps. Quand une classe est fermée parce qu'il y a une éclosion, quand il y a un cas diagnostiqué et que la santé publique fait son enquête, décide de fermer momentanément, temporairement une classe, à l'intérieur de 24 heures, parfois 48 heures, mais souvent 24 heures, c'est l'écho que j'ai, on bascule rapidement en enseignement à distance et les seuils de service qu'on a préalablement établis dès le début du mois d'août sont appliqués. Les gens qui n'ont pas accès à une tablette ou un ordinateur s'en font prêter par le réseau scolaire. Ça fonctionne très bien. Il y a une nuance qui est différente. Si c'est simplement un élève qui est malade pour 2 jours, 3 jours à la maison, c'est autre chose. Il garde son contact avec son enseignant, avec sa classe, comme ça arrivait dans les années passées, reçoit un contact, reçoit un courriel, des lectures, des travaux à faire. Mais quand une classe est fermée, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Les contacts sont fréquents, les cours sont donnés et la garantie qualité et équité s'applique très bien. Première complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, vous vous rappelez, dans les CHSLD, le premier ministre nous disait « ça se passe très bien ». Puis après ça, on a eu l'article de Aaron Durfeld, puis on s'est rendu compte ça se passait pas bien, mais pas pantoute. Là, je vous le dis, il y a des classes complètement fermées et qui n'ont pas eu de service. Au contraire, c'est un bris de service. Ça garantit qualité et équité, là. Il n'y a pas d'astérix qui dit « oui, mais, ou, cas, si jamais quelque chose ». Non, non, non. C'est 15 heures de service par semaine. L'éducation. Oui, M. le Président. Nos balises sont claires depuis la mi-juin. On a ajusté des choses au début du mois d'août. On a précisé ces seuils minimums de service pour s'assurer qu'on habite dans la région de la Capitale-Nationale, la Mauricie, l'Estrie, si malheureusement il y a une éclosion dans une classe ou même un simple cas et que la santé publique dise qu'on doit fermer une classe pour une durée de 10 à 14 jours, bien les élèves de cette classe-là, qu'ils soient en première année, en 6e année du primaire, en secondaire 1, en secondaire 5, continuent de recevoir des cours, continuent d'apprendre et quand ils reviennent en classe, ils peuvent poursuivre leurs apprentissages. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent. OK. Je savais que le ministre de l'Éducation ne parlait pas avec l'ensemble du réseau, mais il est complètement, là, en ce moment, de dire le contraire de la vérité. On a pour de vrai des centaines de classes complètement fermées et non, les enfants n'ont pas de service en ligne. Ils ne basculent pas tel que promis. Garantie, qualité, équité, là, tel que promis, 24 heures plus tard, vous basculez avec un service en ligne. C'est pas vrai. Alors aujourd'hui, sa garantie commence quand? Qu'est-ce que ça vaut, la garantie Roberge? Monsieur le ministre de l'Éducation, s'il vous plaît, on appelle les collègues par leur titre uniquement. Vous le savez, c'est une règle que l'on comprend bien. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, donc les données en date de lundi 16h nous disent qu'il y avait 154 classes qui étaient fermées momentanément pour 10 à 14 jours. Écoutez, à moins qu'il y ait une erreur quelque part et qu'il y a une classe qui a une particularité, la garantie s'applique, les seuils minimaux de service s'appliquent. Ma collègue lance des affirmations qui sont sans fondement. Elle nous fait des déclarations. Ça nous sort. Monsieur le leader de position officielle. Le ministre sait très bien qu'il ne peut pas dire ce qu'il vient faire. Je me demanderai de retirer ses paroles. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je viens d'entendre ma collègue dire que ce que le ministre a dit, c'est pas vrai. Ça ne semblait pas déranger personne. Ce que le ministre dit, c'est que ce que la collègue a énoncé n'avait pas été démontré. Donc, de dire que c'est sans fondement, c'est factuel. Je vous demande de poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, complétez votre réponse, s'il vous plaît. Si bien, alors s'il y a un cas d'une école spécifique, qu'elle nous le fasse savoir. Nous sommes en soutien pour le réseau. On corrigera s'il y a des choses à corriger. Mais la garantie s'applique, les services sont donnés et les apprentissages se poursuivent. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition.
Monsieur le Président, ce début de session parlementaire, je nous souhaite à l'ensemble des parlementaires de bons échanges au bénéfice de nos concitoyens. Hier, en cette Chambre d'information politique, le Parti québécois a donné au premier ministre l'opportunité de faire ce qui s'impose selon nous. Nous lui avons proposé une motion qui aurait mené à une vraie commission d'enquête indépendante sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD, avec tous les pouvoirs qui s'y rattachent, notamment celui d'assigner des témoins. Or, le gouvernement du premier ministre a refusé. Nous savons tous que ça sera inévitable, qu'il faudra aller au fond des choses, qu'il faudra identifier les failles qui ont mené au désastre qu'on a connu. Il faudra identifier ensemble les solutions pour éviter que ça se reproduise, que ce soit à moyen ou à long terme. L'enjeu, Monsieur le Président, c'est la confiance des citoyens envers l'État du Québec et sa capacité de protéger ses plus vulnérables. Les familles éprouvées méritent de connaître ce qui s'est réellement passé et les circonstances qui ont provoqué la mort de 3 939 Québécois et Québécoises dans ces centres, souvent dans des circonstances épouvantables. Pourquoi le premier ministre refuse cette enquête indépendante aux familles endeuillées et à l'ensemble des Québécois? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, on a confié un mandat à la commissaire à la Santé, Mme Castonguay. Je pense que le chef du Parti québécois a confiance à Mme Castonguay, qui a une expérience dans le réseau de la santé, qui a une expérience à Cyrano, qui a eu un père qui connaît bien le réseau de la santé. Monsieur le Président, on lui a donné tous les outils nécessaires pour faire relativement rapidement. Là, on souhaite avoir une réponse d'ici septembre l'année prochaine, mais on n'attend pas pour agir, mais on veut quand même que l'enquête se fasse rapidement. Monsieur le Président, il y a aussi la protectrice du citoyen qui est nommée de façon indépendante, qui fait aussi une enquête. Puis il y a des policiers aussi qui font des enquêtes dans 5 résidences. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'on va avoir le fond de l'histoire. Ce qui est important, par contre, c'est d'agir maintenant. On a ajouté 10 000 préposés dans les CHSLD. On a préparé le réseau pour une éventuelle deuxième vague. C'est ça qui est important. Donc, il va y avoir 3 types d'enquêtes, puis on a agi. C'est ça qui est le plus important. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, lorsque le premier ministre du Québec rencontre son nouvel ami ontarien, le premier ministre Doug Ford, il pourrait s'inspirer de son action. Cet été, il a mis en place une véritable commission d'enquête indépendante avec des pouvoirs d'assigner. Selon quelle base? Pour une population de 14 millions d'habitants en Ontario, 1 400 morts de la COVID-19 dans les foyers pour aînés. Pour une population de 8,5 millions d'habitants au Québec, 3 900 morts de la COVID-19. Ça, c'est l'exemple ontarien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que craint le premier ministre, qu'on aille au fond des choses avec un tiers indépendant. Premier ministre. Je me questionne. Monsieur le Président, on sait tous, puis on s'en rappelle tous, qu'au pire moment, fin février, début mars, il y a eu congé scolaire. Il y a eu beaucoup de Québécois qui sont allés à l'étranger pour leurs vacances, qui sont revenus avec le virus. L'Ontario avait son congé scolaire 2 semaines plus tard, donc n'a pas eu à vivre ce problème. Monsieur le Président, c'est important aussi de rappeler que pas très loin de nous, l'État du Massachusetts, l'État de New York ont eu, toute proportion gardée, 2 fois plus de morts qu'au Québec. Donc, soyons prudents quand on fait des comparaisons. Maintenant, bon, ce que je comprends, c'est que le Parti québécois n'a pas confiance à Mme Castonguay. Moi, je pense qu'on devrait avoir confiance à Mme Castonguay. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Vous voyez le processus. Je n'ai pas confiance au mandat qu'on lui a accordé. Ce n'est pas une commission d'enquête. Il ne risque pas de se faire blâmer. Ce qui est important, c'est d'aller au fond des choses. Il me semble que les familles du Québec méritent bien ça. On est capable d'aller de l'avant. S'il a fait tous les gestes qu'il croit devoir faire, il ne sera pas blâmé. Il a déjà trouvé sa conclusion. Il dit la semaine de relâche et tout ça. Je ne pense pas qu'il soit très objectif pour juger de l'action de son gouvernement. Monsieur le Premier ministre, votre attention à tous, s'il vous plaît. Oui. Bien, Monsieur le Président, j'invite le chef du Parti québécois à me donner 1 ou 2 idées de ce qu'il voudrait qu'on ajoute au mandat de Mme Castonguay, parce qu'il dit que le mandat n'inclut pas tout. Moi, à mon avis, le mandat lui donne toute l'attitude pour rencontrer tous les acteurs, faire toutes les recommandations. On lui a donné tous les outils. Maintenant, si le chef du Parti québécois a des suggestions à nous faire pour améliorer le mandat, on est ouvert à ça. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éviter d'être trop bruyant. Soyons attentifs aux questions, également aux réponses. Je pense que c'est l'objectif que vous souhaitez tous également. Question principale, Monsieur le député de Rosemont, vous êtes le seul à avoir la parole. Merci, Monsieur le Président.
Alors, on a changé de ministre en catastrophe, mais rien ne change dans les hôpitaux. Entre ce que dit le ministre de la Santé à son point de presse à 13 h, ce qui se passe sur le terrain, il y a un monde de différence. Par exemple, le ministre de la Santé nous dit que les hôpitaux sont prêts pour la deuxième vague. Sur le terrain, ce n'est pas du tout ça qu'on entend et ce n'est pas la réalité. À Maisonneuve-Rosemont, par exemple, dans ma circonscription, on est en situation de bris de service imminent. Imminent. C'est une question de jours avant que ça craque. Hier, les infirmières des soins intensifs ont fait un autre sit-in. Le temps supplémentaire obligatoire explose. Même chose pour le taux d'occupation des civières. La deuxième vague commence et l'un des plus gros hôpitaux du Québec est au bord du bris de service. C'est vraiment pas rassurant, malgré ce que nous dit le ministre. Est-ce que le ministre peut confirmer qu'il y a bris de service imminent à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, on ne pourra pas nous accuser de manque de transparence avec la présentation que nous avons faite hier au public pour dire que notre réseau de santé était très fragile. Il va être encore en état de crise bientôt si l'évolution des cas continue. Alors, j'apprécie énormément la question du député de Rosemont aujourd'hui parce que je pense que je l'ai répété hier, puis je vais le redire aujourd'hui, c'est ensemble qu'il faut que les Québécois prennent connaissance de la situation, comment elle est critique en ce moment. Et dans ce sens-là, Monsieur le Président, ce que je pense qui est important, c'est d'essayer de convaincre les Québécois qu'on peut faire mieux au cours des prochains jours pour diminuer la pression sur notre réseau de santé. Alors, dans ce sens-là, j'aimerais remercier la question du député de Rosemont parce que ce qui se passe à HMR, à l'hôpital Maisonneuve de Rosemont, se passe de plus en plus dans nos principaux centres hospitaliers. Puis il faut nous aider, il faut aider le réseau à passer à travers. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. J'apprécie que le ministre de la Santé apprécie ma question, mais moi, j'aurais préféré pas la poser. Parce que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est connu depuis toujours, là. C'est un accident qui attend d'arriver. Comment ça se fait qu'il ne s'est rien passé depuis tant de temps? Comment ça se fait? C'est facile pour le ministre de la Santé de culpabiliser une coiffeuse de Thetford Mines, mais sa responsabilité, à lui, là, c'est le réseau de la santé, dont Maisonneuve-Rosemont, qui déborde puis qui craque. Alors, c'est quoi le plan cette semaine pour éviter le bris de service? Oui, parce qu'on le sait que ça va mal, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, je pense que les gens aussi réalisent, Monsieur le Président, qu'on a des facteurs qui sont très structurels. On a expliqué que le réseau était fragile avant d'arriver dans la pandémie, mais aussi il y a des facteurs qui sont temporaires. Je fais juste penser au cas des infirmières. On a eu des infirmières qui ont été surchargées au printemps passé, à qui on a décidé, puis c'était la très bonne décision, de prendre le mois d'août et le mois de septembre pour donner des congés qui étaient très mérités. On a même extensionné la période de congé pour se rendre jusqu'à la fin de septembre et non arrêter le 15 septembre. Combiné avec la période des examens pour les infirmières des 2 dernières semaines, ce sont des facteurs temporaires qui expliquent, en raison de certains endroits où on a des difficultés à avoir le personnel nécessaire. Deuxième complémentaire, Monsieur le député Jean Lesage. C'est pas juste à Montréal qu'on est dans le rouge, Monsieur le Président. À l'hôpital de Gatineau, il y a eu un bris de service aux soins intensifs. À l'hôpital du Surroi, le personnel ne pense plus pouvoir garantir la sécurité des soins. 1700 infirmières ont quitté le réseau depuis mars. On n'est pas prêt, Monsieur le Président. C'est quoi le plan cette semaine pour éviter que ça craque? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, encore une fois, j'apprécie la question parce que les gens vont comprendre, puis je pense qu'ils le comprennent de plus en plus, qu'il faut travailler en amont pour éviter d'avoir à surcharger le système. Je vais le répéter à chaque jour parce que si on est capable de faire ça, on va aider. Maintenant, si on n'est pas capable de le faire, le plan, il est très clair. Il va y avoir à faire du délestage. On va être obligé de le faire. On le fait à la première vague. Et si jamais, pour éviter des bris de service, il faut faire du délestage, ça peut avoir un impact sur les opérations, les chirurgies. Et c'est ça qu'on veut éviter, Monsieur le Président. Donc, il y a un plan, mais on ne veut pas aller là parce qu'on ne veut pas que les Québécois en souffrent encore une fois. Merci. Question principale, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, au cœur de la crise de transfert de personnel d'un étage à l'autre, d'une zone à l'autre et d'un établissement à l'autre, on le sait, a fait très mal. L'ex-ministre de la Santé a dit que c'était fini le mouvement de personnel. L'actuel ministre de la Santé a dit que c'était fini, mais hier, on a appris autre chose. On a appris
qu'à Thetford Mines, ce n'était pas du tout fini. D'ailleurs, la ministre responsable des aînés l'a admis en cette Chambre. Hier, j'ai posé, Monsieur le Président, une question très, très simple. Quand la ministre responsable des aînés va régler le problème définitivement du mouvement de personnel qui viennent des agences ou d'ailleurs d'un établissement à l'autre pour les aînés? Monsieur le Président, elle m'a répondu, on travaille pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mobilité de personnel. C'est le but qu'on vise. Je rappelle 5 300 aînés qui sont morts. L'incendie recommence. C'est tout ce que la ministre a à dire. On y travaille. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, on va faire une distinction entre les CHSLD puis les RPA. Depuis la première vague, beaucoup de choses ont été réalisées dans nos CHSLD. Entre autres, les PDG ont jusqu'au 30 septembre pour mettre en place une gouvernance locale. 15 000 champions en protection et prévention des infections sont en train d'être formés, et ça vaut aussi pour les RPA. Nous avons déployé, à partir d'hier, près de 7 100 personnes qui ont été formées en tant que préposées. Une deuxième cohorte commence aujourd'hui à être formée. De plus, concernant les infirmiers et les infirmières, il y a 3 523 candidats à l'exercice de la profession et 150 infirmières praticiennes spécialisées qui vont passer leur examen professionnel. C'est du jamais vu dans l'histoire. Donc, on travaille à la fois sur les préposés, on travaille à la fois sur les infirmières et depuis, depuis le mois d'avril 2020, c'est défendu pour le soutien à domicile de se promener d'un endroit à l'autre. Donc, ce sont des équipes dédiées. Première complémentaire, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, malgré les éclosions dans les résidences pour aînés, vous savez, il n'y a eu aucune nouvelle directive vers les RPA depuis le 25 juin. Il y en a eu une hier et il était temps, je l'ai lu très attentivement, vous vous en doutez, et j'ai rien trouvé, rien du tout sur le mouvement de personnel. On est en mode prévention. Mais pour le feu qui brûle présentement dans toutes les résidences du Québec, on regarde le feu brûler. Je suis obligée de reposer la question, je n'ai pas de réponse. Quand la ministre des Aînés va interdire... Ministre responsable des aînés, à vous la parole. Il y a 1745 résidences privées pour aînés, puis il y a 10 résidences où il y a des difficultés actuellement. Alors, il faut faire une différence. Entre les CHSLD qui sont publics, il y en a qui sont privés aussi, où il y a des personnes vulnérables. Dans les RPA, généralement, ce sont des personnes autonomes qui louent un appartement, qui signent un bail, qui sont aptes à pouvoir embaucher un coiffeur ou inviter quelqu'un, même si, à une époque, lors de la première vague, il y a eu des arrêtés ministériels pour faire en sorte que les gens puissent rester à l'intérieur de leurs appartements. Maintenant, c'est bien qu'elle mentionne qu'il y a eu une nouvelle directive hier. Ça veut donc dire qu'on s'occupe des RPA, puisqu'on a, depuis le 25 juin... Deuxième complémentaire. Madame la députée de Fabre, je vous demande votre attention encore une fois, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il y a 16 CHSLD et 30 résidences pour aînés qui sont infectés à plus de 15 % au Québec et le mouvement de personnel continue. Hier, la ministre a dit ceci, le plan d'action, la finalité du plan, c'est le 30 septembre. À ce que je sache, nous ne sommes pas encore le 30 septembre. Monsieur le Président, moi, si ma maison est en train de brûler, je n'attendrai pas le 30 septembre pour m'acheter des extincteurs. Madame la ministre responsable des aînés. Oui, vous n'avez pas été capable, vous savez, Monsieur le Président, de faire en sorte que dans les résidences privées pour aînés, il y ait des gicleurs. On a été obligés de reprendre le programme et de le refaire pour que les propriétaires de résidences privées pour aînés puissent avoir des gicleurs. Ça, il fallait que je le dise parce que, je m'excuse, là, les extincteurs, ça n'a rien à voir avec la question. S'il vous plaît, là. S'il vous plaît. C'est bruyant. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être attentif, tant aux questions que réponses, c'est ce que vous souhaitez. Madame, la parole est à vous. Tout le monde est attentif. S'il vous plaît. Il y a un plan d'action qui a été déposé. Dans ce plan d'action, il est interdit d'y avoir de la mobilité de personnel et les PDG des CIS et des CIUS ont jusqu'au 30 septembre pour former à la fois les champions en prévention des infections, pour former des équipes SWAT, pour faire en sorte qu'il y ait de la gouvernance. Oui, jusqu'au 30 septembre. Je vous entends très clairement. Il y a des gens que j'entends très clairement. Vous savez de qui je parle. Je vous demande, s'il vous plaît, votre collaboration. Monsieur le député de Bonaventure, à vous la parole.
Monsieur le Président, le revenu familial le plus bas se retrouve dans les régions du Québec. Malgré tout, des familles décident quand même de se sacrifier pour permettre à leurs enfants d'étudier dans les grandes villes, car les programmes d'études qu'ils choisissent ne sont pas disponibles dans leur propre région. Actuellement, nous sommes interpellés par des parents qui sont obligés de payer des loyers inoccupés, car les cours de leurs enfants sont 100% en ligne et ils reviennent à la maison. Des milliers de dollars dans le vide et la situation risque de se poursuivre plusieurs mois encore. Pour les étudiants des villes qui vivent chez leurs parents et qui étudient dans la même ville, pas de problème. Pour plusieurs familles des régions qui doivent payer 1, 2 et parfois 3 loyers dans le vide, la situation est devenue intenable. Est-ce que le gouvernement est conscient du problème? Est-ce qu'il a prévu des mécanismes de compensation pour éviter un appauvrissement indu des étudiants et des familles des régions du Québec? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le mécanisme d'aide financière qu'on donne aux étudiants est grandement bonifié cette année. Il l'a été l'an dernier, il l'est encore cette année. Ma collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé des bonifications au régime d'aide financière pour aider les étudiants à faire face aux coûts supplémentaires qui nous viennent avec la COVID et la poursuite des études en enseignement supérieur. On a un très bon réseau d'aide financière aux études au Québec. C'est toujours perfectible. C'est toujours perfectible et c'est pour ça qu'on a aussi un comité qui est permanent, qui inclut des étudiants et qu'on consulte régulièrement pour savoir de quelle façon on peut améliorer notre programme d'aide financière aux études pour répondre réellement aux besoins des élèves, qu'ils soient dans une région éloignée, qu'ils soient en zone urbaine. Ce n'est pas important pour nous. L'important, c'est que chaque étudiant ait un mécanisme qui lui permette d'aller au bout de ses rêves, de compléter son programme d'études et finalement de participer pleinement à l'économie et à la vie au Québec. Première complémentaire, M. le député de Bonaventure. Monsieur le Président, de manière inéquitable, les coûts des études supérieures sont beaucoup plus élevés pour les étudiants des régions qui doivent aller étudier dans les grands centres. Avec la pandémie et les cours à distance, cette injustice entre les régions et les grands centres devient encore plus grande. La bonification des prêts et bourses annoncés récemment n'est pas suffisante. Ce ne sont pas tous les étudiants qui ont accès à des ressources financières suffisantes. Donc, à quel moment le gouvernement va-t-il prendre ses responsabilités dans ce dossier et présenter des solutions compensatoires adaptées à la réalité? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense que le gouvernement prend ses responsabilités. Depuis 2 ans que nous sommes là, je pense que ça fait 3 fois à l'intérieur de 2 années qu'on améliore le programme d'aide financière aux études, qui était déjà le plus généreux au Canada, mais ce n'était pas suffisant pour nous. On a voulu le bonifier. On l'a augmenté financièrement en augmentant les fonds, mais on a aussi revu notre façon de redistribuer l'argent pour mieux tenir compte de la situation régionale, mais aussi de la situation économique de chacun des étudiants. Mais on est toujours ouvert à en discuter avec les collègues des oppositions et avec le comité consultatif permanent. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, est-ce que le Conseil du Trésor serait prêt à discuter avec le ministère de l'Éducation pour bonifier de manière équitable l'aide aux étudiants qui vivent dans les régions du Québec et qui se sentent abandonnés? Les familles paient des loyers pour rien, les coûts d'Internet ont explosé. Bref, on est en dehors de la réalité quand vous nous dites que les sommes sont suffisantes. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, quand le gouvernement prend une orientation, supposons pour l'aide financière aux études, évidemment, ce n'est pas seulement l'affaire du ministre de l'Éducation ou du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est une décision qui implique Finances, qui implique Trésor. Dernièrement, c'est une décision qui impliquait aussi le gouvernement fédéral, parce qu'on a reçu des fonds supplémentaires qu'on a alloués de la meilleure façon, après avoir consulté les associations étudiantes et le comité consultatif du gouvernement, pour faire la meilleure bonification possible, pas simplement rajouter un peu plus d'argent et saupoudrer les fonds n'importe comment, mais en bonifiant certaines enveloppes plutôt que d'autres pour faire la différence dans la vie des étudiants. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Nous pouvons tous constater l'importance grandissante que prend l'exploitation du lithium au monde. On peut en faire des batteries qui sont présentes dans vos cellulaires et dans les voitures électriques. C'est pour cette raison que des milliers de familles québécoises ont décidé d'investir leurs épargnes, leurs fonds de retraite dans le projet de Nemaska depuis 2010. Hier, devant l'Assemblée nationale, se retrouvaient plusieurs actionnaires de Nemaska. Un actionnaire de Val-d'Or, M. François Champagne, nous a dit « Comme le gouvernement du Québec, par Investissement Québec et les gros investisseurs de ce monde, nous avons aussi investi parce que nous sommes Canadiens, Québécois et nous investissons dans notre province pour le bien de notre nation. Les financements se font fait beaucoup
avec justement les petits actionnaires. N'est-ce pas, Monsieur le ministre? Alors maintenant, pouvez-vous reconnaître ces actionnaires qui veulent contribuer à ce projet, leur permettre de continuer et non pas flouer 25 000 familles québécoises? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, comme j'ai mentionné hier, la situation des actionnaires de Nemaska est malheureuse et en fait, je trouve même injuste qu'ils aient été incités à investir dans une structure financière dont j'explique était très déficiente. Si je fais la ligne du temps, encore une fois, la structure financière de Nemaska a été faite en mai 2018 par l'ancien gouvernement, dans lequel nous avons investi 80 millions de dollars chez Investissement Québec. Et après moins que 9 mois, on a constaté qu'il y aurait un rehaussement des coûts de 40 ce qu'on n'a jamais vu. Après ça, pendant 9 mois, la société a essayé de lever de l'argent. J'ai même été en Asie pour voir des équipementiers, voir des gens avec qui je voulais travailler, s'ils pouvaient nous aider dans Nemaska 1.0. On n'a pas réussi. Pallinghurst voulait investir 600 millions de dollars. Le management l'a annoncé. Ils ont regardé la structure financière pour constater comment déficiente ce que vous aviez créé était. Conséquemment, au mois de janvier 2019, le juge a demandé à un receveur de voir dans le monde entier qui voulait investir dans Nemaska. Surprise, surprise, au mois de août 2020, il n'y a personne autre que Pallinghurst et le gouvernement qui veut investir. Première complémentaire, je vous demande d'être prudent dans les termes à être utilisés. Vous le savez comment ça fonctionne également. Il y a moyen de dire les choses avec les propos appropriés, d'un côté comme de l'autre. Alors, je lance l'invitation à tout le monde. Monsieur le député. Hier, le ministre nous a affirmé avoir rencontré et soupé avec M. Chris Shepherd, directeur général de Pallinghurst, dans le but de lui parler de Nemaska pendant que la compagnie cherche un repreneur et du financement. J'ai quelques questions pour le ministre. Qui a demandé le souper? Le ministre ou le PDG du fonds d'investissement? Avec qui il a soupé? Est-ce qu'il était tout seul? Ou est-ce que c'est l'ami du PDG? Est-ce que l'ami du ministre, le PDG d'Investissement Québec, était là à cette rencontre? Monsieur le ministre de l'Économie. Premièrement, j'ai eu un repas avec Arnie, le président, non pas le monsieur qui est référé. Deuxièmement, je paye tous mes repas, personnellement. Deuxièmement, important encore une fois, je pense que la compréhension n'est pas là sur la ligne du temps. Ma rencontre avec Pallinghurst, qui a eu lieu au mois d'août ou septembre 2019, était pour les convaincre et les encourager d'investir dans un projet de société, qui est le projet de prendre nos minéraux et se rendre jusqu'aux batteries. J'étais très favorable à leur implication et j'ai demandé, parce qu'on a besoin de partenaires, alors ils étaient encouragés. Alors, suite à ce souper-là, ils ont continué à faire leur revue diligente. Ils ont constaté, encore une fois, que votre création, en mai 2018, était déficiente. Ils ont dit, n'investissons pas dans cet investissement-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, la situation est tellement ridicule, ça dépasse tellement les bornes. Le ministre des Finances pense quoi de cette affaire? J'espère, Monsieur le Président, qu'il peut nous confirmer s'il sait que l'AMF a amorcé une enquête. Monsieur le Président, j'espère que le ministre des Finances est en train d'écouter le ministre de l'Économie sur des rencontres avant que le deal soit proposé à Nemaska et que le ministre de l'Économie a rencontré un seul groupe. Je le réfère à la déclaration d'investissement. Monsieur le ministre de l'Économie. J'aurais aimé rencontrer plusieurs groupes qui auraient voulu investir dans les Nemaska 1.0. Malheureusement, il n'y a eu personne. Alors, il faut comprendre que le juge, qui avait le processus sous la LAC à partir du mois de février 2019, a écouté tous les investisseurs qui auraient été intéressés d'investir dans les Nemaska 1.0. Tous les investisseurs. Pendant ce temps-là, Pallinghurst, qui avait considéré que la structure financière, encore une fois, était très déficiente, nous ont demandé si on investirait parce qu'ils aiment la position du gouvernement sur notre vision du transport électrique, qui est très compréhensive et complète. Conséquemment, nous avons été retirés du processus. Le juge a regardé tous les investisseurs potentiels qui auraient été intéressés d'investir. Il n'y avait personne. Question principale, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. C'est pas fini cette histoire. Mais, Monsieur le Président, le Premier ministre demande aux Québécois de favoriser au maximum l'achat local. Mais pour la CAQ, il me semble que c'est faire ce que je dis et pas ce que je fais. Aujourd'hui, dans le Journal de Québec, nous apprenons que le gouvernement choisit pour la Sûreté du Québec un hélicoptère fabriqué en Allemagne par Airbus plutôt que Bell Hélicoptère, une entreprise d'ici, de Mirabel. De plus, Bell affirme que les solutions offertes ici seraient moins dispendieuses et probablement encore aussi rapides. Ça aurait donc été vraiment winner d'acheter un hélicoptère ici
Surtout que Bell Hélicoptère s'apprête à mettre à pied 75 personnes en raison de le ralentissement de la demande. Alors, est-ce que l'achat local est toujours une priorité pour ce gouvernement ou alors, quand il faut faire vite, on fait n'importe quoi? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, quand j'ai appris l'information, je vous avoue, j'étais choqué. Donc, j'ai appelé pour avoir plus d'informations. Ce que la Sûreté du Québec nous a dit, c'est qu'il y avait besoin rapidement d'un hélicoptère. Ils ont considéré la possibilité d'acheter un hélicoptère fabriqué chez Bell au Québec pour 22 millions de dollars. Par contre, il y avait un délai de livraison de 2 à 3 ans. Il y avait besoin d'hélicoptères tout de suite. Donc, il y avait un hélicoptère usagé qui existait à 13 millions de dollars, donc presque la moitié du prix qui était demandé, puis qui était disponible maintenant. Donc, je pense que ça explique tout et je pense qu'il n'y a pas de complémentaire à ajouter. Eh bien, il y aura une première complémentaire. La parole est au député. Le député. Monsieur le Président, il y a des complémentaires à ajouter, ça fait qu'on va en rajouter. Alors, Monsieur le Président, l'avion s'est écrasé en janvier 2019. C'est pas hier que la décision a été prise. Alors, il y a des règles que le gouvernement du Québec s'est données en matière d'appel d'offres, en matière de gestion des contrats publics, sur la base de quoi, et certainement pas sur cette raison-là, parce qu'on monte à janvier 2019, sur la base de quoi, réellement, on n'est pas allé en appel d'offres. Monsieur le ministre de l'Économie. Une petite correction, l'accident est arrivé en janvier 2020 et pas 2019. D'autre part, je pense que c'est important pour le ministère des Transports, qui gère la flotte du gouvernement, d'avoir le plus rapidement possible un hélicoptère pour complémenter les 2 autres qui existaient. Donc, il y avait une urgence, et l'urgence, comme les masques d'ailleurs, l'urgence a requis que le ministère des Transports a autorisé l'organisme à l'intérieur du transport d'acheter le plus rapidement possible, gré à gré, pour permettre aux citoyens d'avoir un appareil pour les avoir. Deuxièmement, les caractéristiques de l'hélicoptère sont très particulières. Il y en avait un qui était disponible, comme le ministre l'a dit, et il était disponible avec un avion Airbus. Il ne faut pas oublier que Bell a tous les autres hélicoptères du gouvernement. Deuxième complémentaire, M. le député Lapinière. C'est toute une prise de position, Monsieur le Président. C'est pas compliqué. Lorsqu'un avion s'écrase ou brise, ça devient une justification pour ne pas aller en appel d'offres. Est-ce que le ministre de l'Économie est au courant que la même situation existe en santé avec les avions ambulances et que tous les avions du gouvernement sont des avions usagés et on les a tous achetés après des appels d'offres? Est-ce qu'il est au courant de ça? Pourquoi on est capable de le faire avec des avions ambulances qui sauvent du monde et on n'est pas capable de le faire avec un hélicoptère qui est tombé en panne en janvier 2020? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Monsieur le ministre de l'Économie. Écoutez, je suis très courant des appels d'offres. Je pense qu'il faut les respecter. Aucun doute dans mon esprit. Mais dans des situations d'urgence, je réfère aux masques, on avait discuté d'ailleurs, vous et moi, il y a quelques temps, ou dans le cas ici d'un avion, d'un hélicoptère pour l'urgence des citoyens du Québec, qui a eu un accident au mois de janvier 2020, je pense que la décision qui a été prise par le gouvernement d'aller rapidement remplacer cet avion-là pour la sécurité publique était une bonne décision. Et conséquemment, il fallait aller avec gré à gré. Comme le premier ministre l'a mentionné, on a payé 13 millions au lieu de 22,9, donc sur une base financière, en plus, c'est une bonne transaction. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Je vais reprendre moi aussi le ministre. Là, l'hélicoptère est devenu un avion. On va revenir à l'hélicoptère. Alors, Monsieur le Président, là, c'est pas bien compliqué, là. Janvier 2020, il y a un hélicoptère qui s'écrase. Là, c'est clair qu'il faut le remplacer. Il s'est écrasé. Il n'a pas coulé dans le fond du lac, je pense, mais il s'est écrasé. Alors, on a le temps, même en télétravail, d'écrire un appel d'offres. Et on le fait dans d'autres situations au Québec. Et moi, je postule que c'est plus compliqué, Monsieur le Président, d'aller en appel d'offres pour un avion ambulance qu'on doit reconfigurer et qui est usagé qu'un hélicoptère pour lequel il y a besoin d'un pilote qui n'est pas mort, il est encore là. Alors, est-ce que le ministre de l'Économie, dans sa grande sagesse, peut se relever et nous dire où est l'urgence, puisque l'appel d'offres aurait sans aucun doute donné la même économie? Son raisonnement ne tient pas la route, mais quand on est à CAC Inc., propriétaire du Québec, on fait ce qu'on veut. Monsieur le ministre de l'Économie, à vous la réponse. Écoutez, encore une fois, je vais me répéter, mais l'urgence a fait en sorte que notre collègue ministre des Transports a autorisé son agence à aller le plus rapidement possible parce qu'on parlait de la sécurité publique.
Un avion comme celui-là ou un hélicoptère, vous avez raison, il n'en existe pas dans des stationnements. Alors, il faut les construire, il faut trouver... Il y a des exigences très techniques que je ne comprends pas, j'ai devant moi. Alors, la Sûreté du Québec, avec l'aide du ministère des Transports, ont regardé qu'est-ce qu'il y avait disponible. Donc, l'appel d'offres s'est fait indirectement. Qu'est-ce qui est disponible pour permettre à la population d'être en sécurité? Ils ont pris la décision de prendre un hélico qui respectait toutes les règles de la sécurité publique. Alors, je pense que c'était une très bonne décision. Cela met donc fin à la période de questions et de réponses orales.